Hop là. Eh bien écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, pour aborder un super sujet, heu, surtout qui va nous amener à nous poser des questions à quelques mois, quelques semaines, quelques jours même de la clôture de l'année fiscale. Aujourd'hui pour un nouveau webinaire autour de la question: «Quelle solution pour défiscaliser d'ici la fin de l'année?» Ce que je vous propose avant de démarrer, effectivement d'attendre un petit peu les derniers retardataires, quelques instants et après je me présenterai et on commencera, directement, heu, pour, en tout cas vous donner les clés, et les moyens de répondre à cette question. Allez, bon bah, écoutez, voilà, les derniers retardataires arrivent, je vous propose de démarrer directement. Donc quelle solution pour défiscaliser avant la fin de l'année? Alors, moi, je me présente déjà pour démarrer. Je m'appelle Philippe Mousseau. Je suis, managing partner de Bonjour Patrimoine, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Hem, voilà, qui fête ses 20 ans cette année. Effectivement, on a été créé en 2003, aujourd'hui on est en 2023. On fête nos 20 ans, donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et aussi, managing partner de gestiondepatrimoine.com qui est une vitrine, notre propre vitrine de contenu pédagogique, dédié à la gestion de patrimoine. Donc heu, donc voilà, l'objectif de gestion de patrimoine, ça a toujours été .com, hein, ça a toujours été de faire connaître le métier de CGP, de vous donner les clés pour, effectivement, voilà, vous poser les bonnes questions et en tout cas, réfléchir à quoi faire pour, organiser mieux votre patrimoine, que ce soit à la fois sur un aspect de transmission, que sur un aspect, défiscalisation, création de revenus complémentaires, protection au sens global du conjoint, en cas d'invalidité, d'arrêt de travail et cetera. En tout cas, voilà, on a à cœur d'avoir, chez Bonjour Patrimoine et chez gestiondepatrimoine.com vraiment une approche à 360° de la gestion de patrimoine. Donc, allez-y, si vous ne connaissez pas, que vous avez, «un autre écran» entre guillemets, n'hésitez pas à vous connecter directement sur gestiondepatrimoine.com, qui est notre propre site internet sur lequel on adresse effectivement beaucoup de contenus pédagogiques, à la fois ludiques, et pédagogiques. Donc, des guides, des articles, des podcasts, des vidéos. On a aussi notre propre chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner, et on vous donnera et on vous donne et on continuera à vous donner les bons réflexes pour, driver votre patrimoine de façon globale et surtout de façon, totalement objective et impartiale. Bonjour Patrimoine, effectivement, donc, aussi un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on est une grosse trentaine, au sein du cabinet avec à la fois des équipes, heu, CGP, donc conseillers en gestion de patrimoine. On pourrait aussi, nous appeler des conseillers en organisation patrimoniale parce que c'est un petit peu ça, en réalité, le vrai métier, mmh, qu'on fait. C'est-à-dire que comment on organise, comment on modélise, en fait, votre situation, on regarde vos objectifs, du patrimoine que vous avez constitué, de l'horizon de temps qu'on a devant soi. Donc oui, on a une quinzaine de CGP, conseillers en gestion de patrimoine, avec, appuyés surtout d'ailleurs par une équipe d'ingénieurs patrimoniaux qui mettent les mains dans le cambouis, qui, en fait travaillent, modélisent, pour le compte de nos CGP les problématiques de nos clients. Et enfin, effectivement, une équipe d'assistants. Donc voilà un petit peu qui on est, chez Bonjour Patrimoine. Aujourd'hui, on est présent à Toulouse, on est présent à Paris, on est présent à Nantes, on est présent à Bordeaux, on est présent à Tarbes et à Cap-Breton également. Hem, donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de ça, rapidement vous dire un petit peu ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Je vous en ai déjà donné les grandes lignes. Notre première mission, ça va être de vous accompagner, en tout cas de définir avec vous vos objectifs patrimoniaux, parce que c'est vraiment de là que tout part en réalité. C'est le bas de la pyramide. Vous ne construisez pas une maison sans avoir «les plans» entre guillemets, et ben, pour votre patrimoine, c'est pareil. Vous ne construisez pas votre patrimoine avant d'avoir les plans et les plans de votre patrimoine, en fait, ce sont vos objectifs, patrimoniaux.
Voilà, parfois ils sont «difficiles» entre guillemets à mettre sur le papier. Donc c'est aussi ça fait partie de notre métier de vous aider à les formaliser, à les formuler, les prioriser, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment la base de la base parce que, si en fait on ne définit pas, une stratégie, une enveloppe, un support d'investissement en fonction de vos objectifs, bah, il peut avoir toutes les caractéristiques, toutes les bonnes vertus pour s'implémenter dans votre patrimoine, en fait, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'est vraiment la base, et des exemples, il y en a, plein, 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 donc attention à ça. Définir les enveloppes d'investissement aussi parce qu'on peut avoir une solution d'investissement dans 2 enveloppes différentes, on n'aura pas du tout le même rendement global et on aura peut-être bêtement perdu du rendement parce qu'on a voulu un support dans une mauvaise enveloppe. Donc attention à ça, c'est vraiment important d'adapter, les enveloppes d'investissement à vos objectifs et ensuite, bah, bien sûr, adapter la stratégie d'investissement aussi à ces objectifs, ça c'est extrêmement important. Hem, qu'on travaille en cash, donc sur l'épargne déjà constituée, qu'on travaille en investissement progressif, de l'épargne qu'on va positionner puis qu'on va réallouer, heu, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres et cetera. Aussi, en investissement programmé ou avec un effet de levier du crédit. L'investissement programmé, c'est tous les mois, vous versez, 100 €, 200 € sur un PEA, un contrat d'assurance vie et cetera. Donc voilà, très, très, très important de bien mapper, tout ça et puis ensuite, bien sûr, notre métier aussi, c'est de contrôler, en fait, de s'assurer dans le temps que la stratégie patrimoniale qu'on aura mise en place, elle est pérenne, mais qu'elle reste surtout cohérente par rapport à vos objectifs. Voilà, ça, c'est vraiment, important et surtout que la stratégie puisse s'adapter à vos objectifs parce que parfois vos objectifs changent. Donc il est extrêmement, important de s'assurer que la stratégie patrimoniale soit, bien sûr, tout à fait en ligne, par rapport à ça. Donc voilà et bien sûr, vous l'aurez compris, notre mission, notre job pour vous, ça va être de réaliser, en fait, un bilan patrimonial et de tenir, en fait, en place, la stratégie dans le temps et de l'adapter. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, pour le coup, soit dans le chat, vous pouvez, directement, indiquer votre question, puis on répondra, ou alors, bah, voilà, n'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, directement nous contacter, aller sur notre site internet. Alors, ce que je vous propose, hem, ça va être de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et pour répondre à la question: «Est-ce qu'il y a encore des solutions pour défiscaliser, avant la fin de l'année?» En fait, moi, je vous propose un plan à peu près en 3 étapes. Bah, on va voir déjà si on n'a pas moyen d'optimiser votre situation existante parce que, je vais utiliser l'expression d'un avocat, fiscaliste avec lequel on travaille. C'est pas forcément utile, de tuer une mouche avec un bazooka, donc parfois il faut juste adapter un petit peu les éléments en fait, et surtout s'imprégner, c'est là où on aura le meilleur ROI, le meilleur retour sur investissement, c'est l'optimisation de votre situation existante dans la mesure où on peut et dans la mesure où elle va s'adapter effectivement à vos objectifs patrimoniaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on évoquera les dispositifs de long terme, donc là plutôt à destination de l'immobilier, hein, parce que l'immobilier, ça reste par nature un investissement pour gommer ses impôts, enfin en tout cas avec un levier fiscal important, mais un investissement immobilier et donc de facto de long terme. Ou alors, les dispositifs ponctuels, qui sont, bah, pour le coup des dispositifs one shot, divers et variés, comme le Girardin industriel. On a déjà pu, faire un webinaire dessus ou alors, l'épargne retraite et cetera. On y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Voilà. Donc commençons. Comment, on va optimiser votre situation fiscale d'ici la fin d'année? Étape numéro un. Comment peut-on, optimiser votre situation existante? Alors, pour optimiser effectivement la situation existante, juste faire un petit rappel, déjà des grandes lignes, des préambules, de la défiscalisation en tant que telle. Juste voilà, pour, recadrer un petit peu tout ça, on est sur des systèmes, OK, donc ce qu'on dit de défiscalisation, en tout cas d'économie d'impôts, il y a pas de miracle par rapport à ça, hein. L'administration fiscale ne va pas vous faire de cadeaux. Elle vient effectivement vous permettre de réduire votre facture fiscale en vous offrant en fait une réduction d'impôt parce que l'État n'est pas lui-même en capacité en fait de pouvoir fournir ce besoin. Alors l'épargne retraite en est une bonne forme, l'investissement en outre-mer aussi et cetera. Donc effectivement, tous les dispositifs de défiscalisation, que ce soit immobilier, financier, l'investissement dans les PME et cetera, en fait, vont répondre à un besoin de financement, en tout cas à un besoin économique à un instant T. C'est pour ça que d'une loi de finances à une autre, en fait, on n'a pas les mêmes leviers. Il y a pas mal de sujets. Le gouvernement actuel est pas
entre guillemets, fan de l'investissement immobilier de défiscalisation, à tort ou à raison, c'est pas le débat, on va pas faire de politique aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ça le sujet. Aujourd'hui, le Pinel typiquement, a plutôt vocation à s'arrêter 31 décembre 2024. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le gouvernement Macron est pas axé, on va dire, sur les principes de levier, de défiscalisation immobilière. Bref, donc voilà. En tout cas, ça s'adapte au gré des politiques, c'est ce qu'il faut retenir. Et pourquoi? Parce que, bah, voilà, c'est pas une solution miracle en soi. Ça s'adapte en fonction de ce que l'État ne peut pas fournir à un instant T et il a besoin effectivement de l'accompagnement, du financement privé pour répondre à ses objectifs. Alors, en vrai, il y a 3 leviers différents, hein. On parle ici de déduction du revenu imposable, donc on va 1er moyen de ne pas payer d'impôts, bah, en fait, ça va être de ne pas avoir de revenus. Alors, je caricature un peu le propos, mais c'est vrai, quand on parle de déduction du revenu imposable, on a vocation effectivement à diminuer le revenu imposable par des mécanismes X, Y ou Z, et donc si votre revenu imposable est plus faible, bah, forcément, le revenu soumis au barème de l'impôt sur le revenu est plus faible, donc de facto, votre impôt sur le revenu est plus faible. Voilà. Ensuite, on a les réductions d'impôts. Donc là, ça a vocation directement à aller chercher le montant en bas à droite de votre feuille d'impôt et à le diminuer. Alors là, on est contraint à des plafonds, plafonnement des niches fiscales, par exemple, qui peut être de 10 000 €, qui peut être de 18 000 €. Bref, on a des contraintes par rapport à ça. Là où, sur les déductions du revenu imposable, en réalité, on était moins contraint, mais en tout cas, contraint de façon différente, propre à chaque, solution. Le plafond, des niches fiscales sur le ré les réductions d'impôts est très global, s'adapte vraiment à tous, y compris, d'ailleurs les crédits d'impôt, et ça fait la transition avec le 3e point. Les crédits d'impôt, donc là, ça a vocation effectivement à venir, diminuer le montant de l'impôt, bien sûr. La grande différence souvent, hein, je vois les questions arriver, c'est quoi la différence entre un crédit et une réduction d'impôt? Et ben, en fait, la différence, c'est qu'un crédit d'impôt, même si vous avez un impôt nul, vous est restitué. Voilà. L'avantage du crédit d'impôt, typiquement, un salarié à domicile, si vous avez, 3 000 € de salaire, un impôt sur le revenu nul et 3 000 € de salariat à domicile, ça vous donne droit à 50 de crédit d'impôt. 50 de 3 000, c'est 1 500. Donc de toute façon, même si vous avez un impôt nul, l'administration fiscale vous restituera les 1 500 €. Voilà, donc c'est ça la différence. C'est le même plafonnement par contre, hein, les crédits et les réductions d'impôt rentrent dans le plafonnement global des niches fiscales. Donc voilà un petit peu un petit propos introductif que je voulais faire. Sur le slide d'après, oui effectivement, alors ça illustre un petit peu ce que je viens de dire, donc je ne vais pas revenir, mais c'est vraiment pour bien illustrer la différence entre une déduction, une réduction et un crédit d'impôt, OK? Donc voilà, c'est effectivement ce que je voulais déduction, on va diminuer le revenu imposable. On va de facto gommer le revenu, enfin l'impôt, enfin le revenu imposable pardon, oui, puisqu'on le diminue. Ensuite les réductions d'impôt, là on vient gommer le montant de l'impôt, on le voit dans le calcul, c'est 150 moins 50 égale 100, voilà. Et enfin les crédits d'impôt, effectivement, ça vient, en plus, au-delà, même si vous avez un impôt nul, donc dans notre exemple, c'était 150 € d'impôt sur le revenu, crédit impôt de 30, impôt final, 120. Voilà un petit peu l'exemple, qui peut être intéressant, en tout cas pour bien illustrer le propos. Les plus, les moins, chaque «solution» entre guillemets a ses propres avantages. Je vous le disais tout à l'heure, les déductions, ça a ses propres plafonds. Parfois, ça peut même générer un déficit. Hem, voilà, donc ça, faut faire attention. Les réductions, et les crédits, bah, dans certains cas, effectivement, ils vont être soumis à l'avance, du début d'année. Voilà, ça, c'est plutôt plus. Le moins, ça va être aussi, bah, c'est ce que je vous disais, c'est plutôt le plafonnement global des niches fiscales, puisqu'on est sur des réductions de crédit et réductions de 10 000 € maximum, là où on peut aller chercher, notamment pour les réductions d'impôts, un plafond complémentaire de 8 000 €, donc pour atteindre 18 000 € pour les investissements outre-mer. Voilà. Hem, Si on revient un petit peu à l'objet, là, c'était un propos introductif ça, mais si on revient un petit peu, à l'objet de la question qu'on s'était posée, l'optimisation de votre situation existante, quoi faire pour optimiser l'existant? Alors ça peut être déjà de diminuer le montant des revenus. Alors, petit rappel un petit peu, parce qu'une des solutions que vous avez pour payer moins d'impôts quand même, c'est d'arbitrer, pourquoi pas, votre patrimoine actuel, OK? Votre patrimoine aujourd'hui, bah, c'est un stock global avec, parfois, des actifs, du passif, d'accord? C'est aussi des flux entrants, sortants, mais ça peut être parfois cohérent d'arbitrer le stock. Alors,
Bon, en termes de flux, les salaires, bah, effectivement, ils sont taxés, donc après abattement, frais, soit frais réels, soit abattement forfaitaire de 10 et ensuite imposés, au barème de l'impôt sur le revenu. Donc à des tranches à 11, 30, 41 ou 45. Donc ça, c'est les salaires, hein. Bon, pas trop de solutions pour les diminuer en tant que tels, les salaires, à part les abattements forfaitaires. Ensuite, on a les revenus de capitaux mobiliers. Donc ça, c'est tous les revenus, on va dire financiers plutôt de votre patrimoine. Là, très simplifié, effectivement, depuis 2018, avec le PFU, donc le prélèvement fiscal unique de 30. Aujourd'hui composé de 2 taux, hein, de 17,2 de prélèvements sociaux et de 12,8 de prélèvements forfaitaires, pour le coup. Donc c'est bien, bien moins chargé que d'imposer au barème, parce que vous auriez des revenus de capitaux mobiliers imposés au barème. Vous seriez soumis à votre tranche marginale, donc 11, 30, 41 ou 45, plus les prélèvements sociaux, donc ça peut commencer à faire une facture fiscale assez lourde. Et c'est d'ailleurs exactement le cas des revenus fonciers qui sont, eux, imposés au barème de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Voilà. Donc parfois, effectivement, il faut pouvoir jouer, on y verra notamment sur les revenus fonciers, heu, il faut pouvoir jouer sur la nature, en fait, de vos revenus, heu, pour limiter votre pression fiscale. Voilà. Ensuite, effectivement, l'impôt sur la fortune immobilière pour le patrimoine immobilier, ça peut être assez lourdement taxé, voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, en fait, l'immobilier, de façon globale, est très, très lourdement taxé. Taxe foncière, on a enlevé la taxe d'habitation, mais taxe foncière, impôt sur la fortune immobilière qui peut être une très, très lourde charge fiscale, puis c'est surtout un impôt sur un stock, c'est pas un impôt sur un flux. L'impôt sur le revenu, c'est un flux, donc si vous avez des revenus, vous avez de l'impôt, c'est encore bon. L'impôt sur la fortune, comme les taxes foncières, sont des impôts sur le stock. Voilà, donc en fait, votre patrimoine, il va se déprécier de la valeur de cet impôt-là dans le temps. Si vous avez un impôt sur la fortune à 1, bah, en fait, ça vient grever votre patrimoine de 1 si c'est financier, c'est le patrimoine financier qui va parce qu'il faut bien le payer, donc voilà. Donc oui, l'immobilier reste quand même, le patrimoine aujourd'hui le plus taxé. Attention, hein, je vous vois venir sur le chat, non, je vous dis pas de vous séparer absolument de l'immobilier, c'est pas du tout mon propos par rapport à ça. Je vous dis juste que oui, il faut en avoir conscience, l'immobilier est très lourdement chargé. Donc attention à ça, c'est important. Alors, quoi faire? Justement, imaginez que vous avez un bien, hem, que vous louez, voilà, alors vous louez, si vous louez un bien, il y a 2 régimes et c'est ce qu'on va voir rapidement ici. Il y a 2 régimes. D'un côté, vous avez la location nue, de l'autre côté, vous avez la location meublée. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre les 2? OK? Simplement, si vous avez un bien que vous le louez donc sans y mettre, par exemple, canapé, lit, et cetera, sans l'aménager, sans le meubler réellement, vous êtes ce qu'on appelle au régime location nue. Donc là, c'est assez facile, c'est vos revenus, moins les charges, moins la taxe foncière, moins les intérêts d'emprunt, enfin toutes les charges déductibles, c'est pas le propos du webinaire aujourd'hui, toutes les charges déductibles viennent en diminution. OK? Donc revenu moins charge déductible égale revenu imposable. Voilà, et ce revenu imposable-là, il est imposé, comme son nom l'indique, au barème de l'impôt sur le revenu, donc à votre tranche marginale, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Voilà, alors, petit tips par rapport à ça, 2 sujets, attention au régime fiscal. OK, vous pouvez avoir un régime fiscal au micro, un régime fiscal au réel. Je fais juste un petit aparté par rapport au slide d'après. Si vous êtes au micro, vous avez un abattement forfaitaire de 30, d'accord? OK. Vous pouvez être au réel aussi, donc si vous êtes au réel, pour la location, «nue» entre guillemets, bah, vous pouvez déduire toutes vos charges. Le réel sera plus intéressant si vous avez plus de 30 de charges. Voilà, retenez ça. Pour la location meublée, alors je vais juste revenir déjà un petit peu en amont sur qu'est-ce que la location meublée? La location meublée, on change de catégorie de revenus, on n'est plus sur des revenus fonciers. Déjà, on est sur des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, pour le coup, où là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître une notion, une petite, différence en fait dans la formule, c'est revenus moins charges comme les revenus fonciers et on voit apparaître l'amortissement du bien. Alors l'amortissement, hein, pour ceux qui connaissent cette notion comptable, c'est la prise en compte de la dépréciation de votre actif, en fait, pour recharger, en fait, comptablement parlant, pour vous donner les moyens de recharger et de réinvestir, à la base, c'est ça, quand le matériel est amorti. Quand vous achetez un ordinateur s'amortit sur 5 ans, on considère qu'il est obsolète en 5 ans, mais entre-temps, vous n'aurez pas payé de fiscalité liée à l'amortissement dessus,
pour la simple et bonne raison, en fait, c'est que, la loi, en tout cas le plan comptable vous permet d'amortir et donc de recharger, de reconstituer un stock pour réinvestir. Voilà et c'est pareil pour le bien l'immobilier. De façon globale, l'immobilier va s'amortir entre 25 et 30 ans, la plupart du temps. Pas sur 100, retenez plutôt 90, voilà. Mais ça va quand même être important parce que l'amortissement, si vous avez bien suivi mon raisonnement jusqu'à l'instant, en fait, c'est quoi? C'est une charge virtuelle. L'amortissement, on vous demande pas de décaisser. Attention, cette notion de décaissement est très importante, donc on vous demande pas de la décaisser. Donc en fait, si vos revenus, vous l'encaissez, vos charges, vous les décaissez, jusque-là, OK. En revenu foncier, vous êtes imposé sur la différence. Et ben là, en location meublée, vous êtes imposé sur de l'encaissement, du décaissement et une charge virtuelle qui n'est pas décaissée et en fait, c'est le résultat imposable, le revenu imposable, effectivement, va être de facto, faible, voire, nul, voire très légèrement en déficit reportable, et en fait, l'amortissement vous permet, si je résume mon propos, vraiment très résumé, n'hésitez pas, voilà, à aller visiter notre site internet si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet, mais en tout cas, voilà, ça revient un petit peu à avoir des revenus qui sont pas ou peu fiscalisés. Donc, en fonction du régime fiscal, retenez ça, soit vous êtes taxé plus ou moins lourdement d'ailleurs, soit vous n'êtes pas taxé. Donc après, il faut que le bien s'y prête, il faut que la situation du bien s'y prête, il faut que le type de bien s'y prête. C'est sûr que vous ne louez pas en meublé, comme une maison T6, alors qu'un T2, potentiellement ça va en centre-ville. Bref, il faut pouvoir le meubler. On n'a pas le même problème de turnover de locataire, parce que des baux, la plupart du temps, beaucoup plus court, puisqu'on est sur 1 an, là où en location nue sur 3 ans. Bref, il y a plein d'autres sujets. Euh, mais posez-vous quand même les bonnes questions si vous avez un appartement, un bien que potentiellement vous pourriez louer en meublé. Vous voyez, là, pour l'instant, c'est vraiment du conseil pur. Heu, voilà, on n'a rien voilà, encore une fois, on n'a pas tué une mouche avec un bazooka, puisque potentiellement on a juste changé de régime fiscal. Donc voilà, ça c'est important. Sachez aussi, c'est ce qu'on met là sur le slide, qu'on a la possibilité d'opter pour le micro si vous louez meublé. Là, l'abattement il est pas de 30 comme au revenu, foncier, il est de 50. Voilà et si vous êtes, classé Gîtes de France, là l'abattement il est de 70. Donc c'est encore plus réel. Un arbitrage de votre patrimoine en fait, c'est le régime. Est-ce que c'est un régime micro? Est-ce que c'est un régime réel? Voilà la question qu'il faut vraiment se poser derrière. Alors ça, c'est si on tient compte de l'existant, OK. Encore une fois, si on tient compte de l'existant, votre patrimoine, donc n'hésitez pas à réagir, hein, pour le coup sur le chat, on vous répondra avec plaisir. Donc par rapport à l'existant, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure en introduction, le meilleur moyen de ne pas, payer d'impôts, c'est de ne pas avoir de revenus. Alors oui, c'est un peu, vous voyez, il est sympa monsieur Mousseau avec ses gros sabots, mais dans le cadre d'une stratégie patrimoniale, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, en fait, se séparer d'un bien, en tout cas avoir une stratégie patrimoniale sur un bien qui vous génère des revenus. Vous me voyez peut-être venir. Est-ce que vous ne pourriez pas, en fonction de votre âge, en fonction et cetera, de la situation de vos enfants, votre situation familiale et cetera, donner en fait un bien qui génère des revenus si vous n'avez pas besoin? Bien sûr, ça va nécessiter une étude budgétaire, c'est très important, mais voilà, alors on peut donner en pleine propriété, donc on va transmettre les revenus, on va chercher effectivement à transmettre les revenus sur cet aspect-là. La plupart du temps, on va transmettre, on va faire une donation. Pourquoi? Parce qu'on anticipe en fait tout simplement un petit peu la transmission de son patrimoine. Donc on va chercher plutôt à transmettre la nue propriété. Si je résume un peu, le droit de propriété en France, c'est, 3 prérogatives, enfin un peu de latin, l'usus, l'abusus, le fructus, d'accord? Donc vous me voyez venir, l'usus, le fructus, on les regroupe, ça fait l'usufruit, OK? L'abusus, c'est le droit de vendre, retenez plutôt ça, voilà. Donc en fait, le droit de propriété se divise en usufruit et nue propriété, abus. Vous pouvez dans les stratégies de transmission, tout simplement, généralement, on donne la nue propriété, donc on préfère se garder les revenus, conserver les charges et cetera et cetera. On transmet à ses enfants la nue propriété, c'est le jour où je serai plus là, les enfants récupèrent le bien en franchise de toute fiscalité. C'est des très bons schémas d'optimisation, c'est pas du tout la question. Bon, sauf que là, la problématique, c'est, comment on réduit un peu sa facture fiscale et qui dit facture fiscale dit revenu. On est imposé sur un flux, donc comment on peut effectivement essayer de faire en sorte de payer moins de fiscalité? Eh bien, tout simplement, en fait, en se supprimant des revenus. Donc en ne donnant non pas la nue propriété, qui serait plutôt un schéma d'optimisation, mais en donnant tout simplement, en fait, la pleine propriété. On va donner l'usufruit et la nue propriété d'un coup, voilà. Ça, c'est la première stratégie.
Si vous avez des enfants qui ont besoin de revenus, en tout cas, vous pouvez vous séparer d'un bien dans votre patrimoine, voilà. Encore une fois, ça s'analyse, ça se regarde dans le cadre d'une stratégie vraiment, globale. Ça, c'est la plus connue. Une moins connue, stratégie par rapport à ça, ça va être la donation temporaire d'usufruit. Alors ça, c'est extrêmement avantageux, sur des problématiques, si vous voulez transmettre, en fait, à vos enfants des revenus de façon temporaire. Alors ça, ça a une valeur fiscale, l'usufruit temporaire par tranche de 10 ans, mais retenez surtout qu'en fait, ça vous permet pendant un temps donné, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et cetera, de transmettre les revenus à quelqu'un d'autre. Typiquement, vous avez un bien qui génère des revenus, vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes à la retraite, parce que vous gagnez très bien votre vie, puis vous avez plus de crédit en cours et puis finalement vos enfants disent: «Ah, je financerai bien mes études» et cetera. Bref, vous voilà. Dans ce cas, vous pouvez faire une transmission d'usufruit, en fait un abandon d'usufruit au profit de vos enfants. Eux vont toucher les revenus, vont payer de l'impôt dessus, mais généralement s'ils n'ont pas d'autres revenus, ils seront assez peu taxés par rapport à ça. Alors que vous, bah, ça va vous dégager en fait du revenu sur lequel vous étiez peut-être potentiellement lourdement taxé. Donc c'est des vraies stratégies. Dès lors que l'usufruit, s'arrête, temporaire, comme son nom l'indique, bah, en fait, vous recouvrez l'intégralité des revenus et ça revient à la situation initiale. Ça vous permet, bah, pourquoi pas, le jour où vous partez à la retraite, effectivement, de reprendre un petit peu, de reprendre un petit peu tout ça. Donc, voilà, c'est ça qui est extrêmement, important et c'est une très bonne stratégie. Donc voilà quelques pistes un petit peu rapidement. Est-ce que c'est utile aujourd'hui d'avoir tous vos revenus, entre guillemets? Posez-vous la bonne question et si jamais c'est pas utile, est-ce qu'on arbitrerait pas ou en tout cas est-ce qu'on changerait pas aussi le régime fiscal? Donc, 3 questions: arbitrer mon patrimoine, je veux vendre un bien ou pas, en tout cas je vais changer. Transmettre, OK. Ou alors changer de régime. Voilà un peu les 3 axes et vous voyez qu'on n'a pas fait de solution encore, on n'a pas encore mis en place de solution, hein. Ça, c'est vraiment du conseil pur sur votre situation fiscale et c'est vrai que en fait, si vous la conclusion de ce webinaire-là, ça sera si on agrège tout, on peut vraiment faire des choses très bien. Donc voilà un petit peu, les éléments de réponse que je peux vous donner sur la première partie, sur l'optimisation de votre situation existante. Voilà et je vois il y a quelques questions. Pour le coup, n'hésitez pas, on essaye de répondre au maximum en direct. Alors, autre sujet, donc là, on a vu optimisation de l'existant. L'autre sujet, ça va être les dispositifs à long terme. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu en introduction, sans spoiler, dispositif à long terme, ça va être plutôt, dans les grandes masses, la défiscalisation immobilière. OK, donc c'est vraiment ça qu'on regarde. La défiscalisation immobilière, bah, c'est toutes les lois que vous connaissez depuis très longtemps. Le Borloo, le Cellier, le Robien, le Pinel, le Duflot même, ça il a une durée de vie assez courte celui-là, mais le Duflot et cetera. Aujourd'hui le Pinel Plus, le Pinel rénové, voilà, donc il y a ça. Hem, donc oui, alors qu'est-ce que la défiscalisation immobilière? Fondamentalement, on a un besoin de construire. Il y a des adages qui disent: «Quand le bâtiment va, tout va». Bon, alors à l'heure où on enregistre, ce webinaire, enfin à l'heure de ce webinaire, oui, effectivement la notion de bâtiment, oui, c'est pas le meilleur moment, pour, les promoteurs, c'est pas le meilleur moment pour la construction immobilière, pas le meilleur moment pour le bâtiment neuf, tout simplement et en plus, on n'a pas un gouvernement hem, immobilier donc bon, voilà, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, est-ce que, typiquement le Pinel continuera, ou autre, hein, en tout cas, est-ce qu'il y aura une loi incitative après le 31 décembre 2024? On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà l'objectif. Toutes ces lois, historiques, c'était vraiment inciter à la construction de logements neufs ou la réhabilitation, en contrepartie d'une réduction d'impôts. Voilà. Parce qu'on a toujours un gros besoin de logements. Ça clairement, il y a pas photo. En contrepartie, effectivement, bah, d'une réduction d'impôt, en fait, vous vous engagez à louer le logement pendant des durées minimum. Ça peut être 6 ans, comme le Pinel aujourd'hui, c'est 6 ans, ça peut être 9 ans, ça peut être 12 ans, et cetera. Alors il y a des conditions, pour y répondre qui sont assez strictes, hein. On parle de logements neufs, réhabilités ou transformés. On verra, en fonction des lois de fiscalisation. Il y a une contrepartie, hein, c'est des plafonds de loyer. On ne peut pas le mettre à n'importe quelle valeur de loyer.
Il y a des localisations, on parle beaucoup de zonage, pour le coup, zone A, zone B, zone B1, zone B2 et cetera. C'est voilà. On reste dans des conditions où le marché immobilier reste tendu. Voilà, donc l'objectif vraiment du législateur, c'est de faire en sorte que dans le là où il y a un besoin de logement, en fait, qu'il y ait de la construction, «sponsorisée» entre guillemets, c'est un peu ça, par l'État. Voilà, donc je dis pas que c'est bien encore une fois, hein, c'est pas mon propos. Après, c'est de l'analyse de situation patrimoniale dans la globalité pour voir si c'est cohérent par rapport au marché, par rapport à votre situation, par rapport à vos objectifs. Bien sûr, toujours, 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 voilà. Après, il y a des engagements de location et oui, effectivement, c'est ce que je vous disais, le Pinel fêtera ses 10 ans et aujourd'hui, il est prévu pour 10 ans et a priori, il ne durera pas plus que 10 ans, mais c'est à l'heure où on se parle. Donc voilà, en matière de taux, il y a 2 sujets. Il y a la métropole et l'outre-mer. L'outre-mer, donc pour tout ce qui est, DOM-TOM, hein, voilà, on a des taux de défis qui sont quand même nettement supérieurs. Il y a des enfin voilà, il y a des vraies opportunités dans les DOM-TOM. La plupart du temps, on peut être un peu réfractaire parce que c'est loin et cetera. Aussi pour les conditions climatiques, pourquoi pas, mais il y a des vrais sujets. Enfin, nous, on travaille avec des très gros, très, très beaux promoteurs, notamment en Guyane et c'est vrai que c'est quand même, un marché très dynamique avec du vrai besoin et en fait, il faut quand on fait un investissement, encore plus immobilier, il faut vraiment, vraiment, vraiment se poser les bonnes questions par rapport au marché de bon sens. Voilà. Faut pas se laisser, entre guillemets, miroiter, faire miroiter des sujets X ou Y, voilà, il faut vraiment se poser les bonnes questions. C'est de l'investissement immobilier, c'est de l'investissement plutôt de long terme globalement, et il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport au dynamisme économique, par rapport aux besoins de logement, par rapport à la construction de la ville en tout cas, mais oui, il y a des beaux projets. Voilà. Donc voilà un petit peu, pour ce qui est du Pinel, mais ça c'est du neuf, hein, ce qu'on se disait tout à l'heure. Essentiellement, c'est du neuf. On a aussi la possibilité d'investir, bah, dans de l'ancien. Tout à l'heure, je vous disais, ça peut être de l'ancien rénové, c'est pas que du neuf ou transformé. Alors là, on va aller chercher des lois, un petit peu différentes, hein. Pour le coup, on va parler de monuments historiques et puis on va parler de Malraux aussi. C'est 2 sujets différents. Le monument historique, c'est très, très contrôlé la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est des travaux qui sont soumis, au contrôle des ABF, donc des architectes des bâtiments de France, donc c'est des cahiers des charges très, 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 très «lourds» entre guillemets. Par contre, effectivement, on va être plutôt dans des, biens avec on a une durée de location la plupart du temps plus courte, OK? Donc ça, c'est très cool. On est dans l'ancien rénové, on est dans des vraiment des bâtiments de très, très, beaux et gros, caractère par rapport à ça. Enfin de des beaux bâtiments de caractère, pardon. La phrase n'était pas dans le bon sens. Heu, on a une durée d'investissement, bah, forcément qui est une durée de tension de 15 ans. Par contre, on a une durée de location de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, 4 ans, vous pouvez habiter. Vous êtes juste, voilà, enfin, vous devez détenir le bien avant de le revendre, 15 ans minimum et là, effectivement, si vous habitez le bien, vous avez un avantage fiscal qui est réduit, mais ça reste une autre, dynamique. Donc, on va chercher vraiment des biens, d'exception par rapport à ça. On n'a pas de plafond dans l'investissement, c'est ça qui est quand même très, très fort et vous déduisez en fait 100 des charges et des travaux de réhabilitation de vos revenus. C'est quand même très beau en termes de construction, patrimoniale. Voilà, donc monument historique et vraiment il y a des très, très belles opérations. Donc ça c'est un sujet qui peut encore se traiter, hein, parce que c'est quand même l'objectif, autant le Pinel, c'est un peu plus compliqué d'ici la fin de l'année parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut trouver des «solutions» entre guillemets qui soient, DAT, ce qu'on appelle DAT, donc déclaration d'achèvement des travaux, des programmes pardon, qui sont achevés d'ici la fin de l'année. En Pinel, c'est peu compliqué. La plupart du temps, on est sur des VFA et donc des ventes en l'état futur d'achèvement avec un délai assez long, OK? Ça peut être 2024, 2025, bon. Donc, c'est moins une solution de fin d'année, sauf à trouver un programme qui soit livré 2023, pour le coup. Bon, enfin achevé 2023 en tout cas, parce que la livraison, c'est un petit peu après, enfin c'est entre l'achèvement et la livraison, il y a un petit décalage. Sur le monument historique, comme sur le Malraux d'ailleurs, on peut trouver encore des programmes, cette année parce qu'en fait, c'est des questions pardon de décaissement, alors d'acquisition bien sûr et de décaissement des travaux, pour le coup, pour la prise en compte en fait de l'efficacité fiscale. Donc voilà un petit peu, ce qu'il en est. Heu, pour le Malraux, rapidement, hem
Oui, je vois qu'il y a des questions, mais voilà, on y répond, au fur et à mesure. Pour le Malraux, donc oui, effectivement, c'est un peu comme le Pinel d'ailleurs, c'est un engagement de location de 9 ans en tant que résidence principale. Ce n'est pas le cas sur le monument historique. Idem, on est sur, des, travaux soumis à l'architecte des Bâtiments de France, hein, pour le coup, et à la différence du monument historique, le Malraux, on est vraiment en hyper centre-ville, c'est ce qui fait un petit peu la différence. Donc on va vraiment monument historique, c'est juste la classification, d'accord? Monument MH, monument historique, là où le Malraux, c'est pas, voilà, c'est vraiment de l'hyper centre-ville. Il y a des voilà, il y a pareil, il y a pas de plafonnement des niches fiscales, donc voilà, c'est ces 2 lois qui se ressemblent. Après, est-ce que l'une est plus intéressante que l'autre? Bah, en fait, c'est un petit peu le comparatif qu'on a voulu mettre, derrière, un petit peu comme on avait fait tout à l'heure sur revenu foncier ou location meublée. Heu, bon, où là, bah, ça s'arbitre en fonction du bien que vous détenez, de son potentiel de location meublée, de pas mal de choses. Sur le monument historique, et le MH, pardon, sur le MH et le Malraux, pour le coup, voilà, on a voulu faire le match. Il y a pas c'est pas tout à fait le même, fonctionnement, OK? Le monument historique, bon, bah, c'est effectivement, il faut être inscrit monument historique, OK? Là, on tous les travaux et charges passent en déduction du revenu imposable. Si vous vous souvenez un petit peu ce qu'on s'est dit au tout début du webinaire, déduction du revenu imposable, c'est comment le meilleur moyen de pas avoir de revenus taxables, c'est de pas avoir de revenus, OK? Donc, si vous faites, vous avez 100 000 € de revenus, vous faites un investissement en MH, pardon, qui vous donne droit à, je dis n'importe quoi, 300 000 € de revenus, bah, de déduction. Vous pouvez déduire, pas forcément toute l'année, hein, parce que c'est en fonction des appels de fonds, et cetera, mais vous pouvez déduire, par exemple, pendant 3 ans, vous pouvez avoir des revenus à zéro. Donc voilà. Après, il y a pas mal de critères à prendre en considération, à prendre en compte. Enfin, c'est encore une fois, c'est très grossier ce que je viens de vous dire là, mais ça peut fonctionner comme ça. OK. Engagement de location en nu, bah, donc nu, pas meublé ici, nu obligatoirement. 3 ans, très court. Par contre, on détient le bien, 15 ans. OK. Voilà, un petit avantage aussi sur le calcul des frais de notaire, ça vaut le coup pour être suffisamment mis en avant. Sur le MH, donc le monument historique, les frais de notaire sont calculés sur le montant du foncier. Le montant du foncier peut représenter 15 à 20 de l'acquisition. Dans mon exemple tout à l'heure à 300 000, s'il y a 20 de foncier, 300 000 à 20, jusque-là en maths, on n'est pas trop mauvais, ça fait 60 000 €. En fait, vous avez les frais de notaire assis sur 60, OK, versus vous avez des travaux, pour faire une enveloppe globale d'investissement de 300 000. Alors que le Malraux, c'est pas le cas. Malraux, si vous investissez 300 000 € au Malraux, bah, vous êtes les frais de notaire calculés sur 300 000 €. Donc ça fait quand même une petite différence. Quelle différence aussi on a entre le MH et le Malraux? Eh bien, tout simplement, oui, le Malraux, donc c'est de l'hypercentre. C'est une réduction d'impôt de 20 ou 30 en fonction aussi de critères. Voilà, ça vous donne un peu. Alors, la plupart du temps, si vous avez une grosse TMI, tranche marginale de l'impôt sur le revenu, on va privilégier les monuments historiques par rapport au Malraux. Là aussi, voilà, c'est 9 ans de location. Engagement de location de 9 ans, engagement de détention, c'est la même durée, 9 ans. Donc voilà un petit peu, c'est 2 sujets différents, c'est pas tout à fait les mêmes programmes, mais en tout cas, c'est vraiment, du patrimonial, de la belle pierre, comme on aime dire. C'est voilà, c'est vous permettre de vous constituer un patrimoine de qualité, la plupart du temps, très beau sur le monument historique ou hyper centre-ville rénové pour le Malraux. Voilà, et là, on est vraiment donc sur les solutions un petit peu donc plutôt long terme, hein, de défiscalisation immobilière qui vont vous permettre de gommer de telle ou telle façon, en fait, votre impôt sur le revenu, soit en déduisant le revenu imposable, MH, soit en réduction d'impôt pur, Malraux ou Pinel. Voilà. Ouais, je vois quelques questions, poum poum, sur le chat, ouais, je vois quelques questions. N'hésitez pas, on va répondre. Alors, dernier point, je vois que le temps avance. Dernier point, c'est les dispositifs one shot, des dispositifs plutôt ponctuels parce que, bah, voilà, hein, certains moments, vous n'avez pas forcément envie de vous engager, hein, sur des dispositifs de long terme. Vous n'avez pas forcément le patrimoine qui vous permet d'arbitrer comme on a pu le voir tout à l'heure. Là, on va dire, bah, OK, cette année, vous vous dites: «Ah mince», ou alors: «Mince», bah, je finis ma phrase, pardon. «Oh mince, comment on peut, tout simplement, gommer un petit peu l'impôt là? On va se faire assommer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux?» Bon, bah, dans ce cas-là,
Dans un conseil aussi, ça peut être de dire: «OK, cette année, de toute façon, ça sert à rien de se précipiter pour faire des investissements de long terme». Ça serait une bêtise, pour parler poliment, parce qu'il vaut mieux prendre son temps, la plupart du temps, pour bâtir, un la stratégie patrimoniale, 2 pour trouver l'opération et cetera et cetera. Pas se dire: «Oh là là, c'est super, allez-y, vous avez un super Pinel, voilà, d rez-de-chaussée, un rez-de-jardin, vue sur local poubelle pour gommer cette année, votre impôt sur le revenu». Non, non, ça c'est à mettre de côté. Le bon sens veut qu'on prend le temps de poser les choses. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aucun lieu à se précipiter, OK. Rappelons-nous quand même une bonne chose, c'est que la défiscalisation, enfin la réduction de votre montant d'impôt, c'est pas une finalité, c'est un levier, d'accord? Donc surtout ne courez pas entre guillemets près de «ceux» ou de celui qui va vous vendre absolument une queue de programme. Ça, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que prendre le temps, ça veut dire que quand même, ça peut être on peut mettre 2 à 3 ans avant de trouver 2 à 3 ans avant de trouver une solution qui tienne la route pour vous, en fait, par rapport à votre propre situation patrimoniale. Et dans ces cas-là, et ben, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler le temps d'eux, plutôt sur des dispositifs ponctuels. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Travailler des dispositifs ponctuels en attendant, pourquoi pas, une solution plus long terme ou alors, bah, vous n'avez pas envie d'investir tout simplement en faisant un levier de crédit. Dans ce cas-là, on peut travailler d'année en année sur des dispositifs ponctuels. Alors, qu'est-ce qui existe comme dispositif ponctuel pour gommer l'impôt sur le revenu? Un, on en a parlé, on en parle, si vous nous suivez, tout ce qui est retraite, les solutions retraite, donc bah, oui, effectivement, l'épargne retraite, le PER1, le plan épargne retraite individuel. C'est une solution effectivement qui a vocation à vous permettre de vous préparer la retraite par une enveloppe de capitalisation, OK, financière, pour générer plus tard des revenus, en fait, un capital ou des revenus au moment où, vous partez à la retraite. Alors, le gros avantage de cette solution-là, c'est que notamment, en fait, tout ce que vous versez dessus vient en diminution de votre revenu imposable puisque les versements sont déductibles, OK? L'épargne retraite a ses propres plafonds. Je vous invite à prendre 3 secondes, là, pendant ce webinaire-là, à aller chercher votre avis d'impôt, pam pam, à le scroller, donc à le faire défiler jusqu'à arriver à la fin et en fait, vous avez un petit encadré à la fin, c'est pas un encadré. Vous avez quelques lignes à la fin où il y a marqué «Plafond épargne retraite disponible» et en fait, vous voyez le plafond des 3 dernières années et le plafond de l'année en cours, OK? Et qui est cumulé. Alors, il faut savoir que le minimum, c'est 10 du plafond annuel de la sécurité sociale, sachant qu'il s'est légèrement valorisé, mais on est entre 4 100 4 300 en fonction des années, à la louche. Si on cumule les 3 derniers plafonds plus le plafond de l'année en cours, vous avez au moins 16 000 € de versement déductible. Si vous êtes dans une tranche à 30, pour le coup 30 vous versez 16 000 €. On va simplifier les calculs, 15 à 30, OK, ça fait à peu près 5 000 € de réduction d'impôt. Voilà. Mais sauf que les 15 000 € que vous avez versés, en fait, ils vont capitaliser pour la retraite. Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est quand même bien d'avoir ces solutions-là, OK, parce que, vous n'êtes pas obligé de verser en one shot comme ça, mais c'est possible aussi si vous voulez gommer de façon ponctuelle votre impôt sur le revenu cette année parce que vous avez reçu une prime, parce que et cetera. Puis vous dites: «Je veux quand même j'ai une autre problématique». Vous voyez qu'on ne traite pas que la partie fiscale sur le sujet, on traite la partie retraite aussi. Et ben dans ces facteurs-là, on va faire coup double en fait. On va faire d'un côté, hop, on réduit l'impôt sur le revenu, de l'autre, hop, on se prépare à la retraite. Donc l'épargne retraite est une bonne solution, pour ça. Voilà, effectivement. Bien sûr, bon, plus votre tranche marginale d'impôt sur le revenu est élevée, mieux c'est, pour aller chercher le levier fiscal. Si vous avez une tranche que vous versez 10 000 €, si vous avez une tranche marginale à 41 vous faites 4 100 € d'économie d'impôt. Donc en fait, l'effort réel, que vous avez consacré, il est bien plus faible parce qu'en fait, il est que de 5 900 €. OK? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, l'épargne retraite, ça reste une belle solution, one shot de fin d'année. Pardon, ça reste donc une belle solution one shot de fin d'année pour réduire votre, assiette fiscale et donc votre impôt sur le revenu. Autre solution, il y en a plusieurs, donc on voit plein de petits pictos assez sympas. Tiens, je vais commencer à l'envers. Le Sofica, voilà, donc c'est de l'investissement effectivement dans le cinéma. Ça existe, ça a un peu moins le vent en poupe que certaines années. On va y revenir, tout à l'heure un peu plus tard, rapidement, mais voilà.
Les FIP, donc fonds d'investissement de proximité, OK, FCPI, donc des fonds communs de placement dans l'innovation. GFF, groupement foncier viticole, non pardon, je vous dis une bêtise, GFV, groupement foncier viticole, GFF, groupement foncier forestier et le Girardin industriel, effectivement, sur lequel on a déjà eu l'occasion de faire un webinaire sur le sujet. Voilà, je vous invite, à le voir, ou à le revoir si vous nous avez déjà suivis, en live à ce moment-là. Et en fait, toutes ces solutions-là ont des caractéristiques différentes, ça reste des solutions one shot. Chacune a ses propres avantages, inconvénients en fonction, de la situation. Voilà, de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux, c'est très important. Si on commence par les FCPI, donc des fonds communs de placement dans l'innovation, effectivement, ces investissements sont garantis en capital pour le coup, mais comme son nom l'indique, avec un rendement potentiellement attractif parce que dans des acteurs innovants, là, on est effectivement sur une réduction d'impôt de 25 du montant investi. OK. La plupart du temps, on est sur des engagements des engagements de location, des engagements de détention, pardon, hem, de 6 ans, renouvelables une fois, 2 fois, voilà, mais il faut quand même avoir à l'esprit que c'est pas très liquide, voire pas liquide du tout. Ces solutions-là, en toute transparence, qui sortent par le haut, c'est-à-dire que, bah, vous récupérez, plus que ce que vous avez investi, défiscalisation comprise, hein, bien entendu. Bon, ça nécessite quand même une sélection sur mesure, assez fine, parce que sans voilà, je veux dire, il y a pas, 40 entre guillemets des acteurs, qui sortent positivement, enfin des fonds qui sortent positivement donc il faut quand même sélectionner, avoir une conviction de départ, sélectionner, se faire accompagner par un professionnel et cetera. Ça reste, assez risqué fondamentalement. Ça, c'est donc première solution. 2e solution, toujours un peu dans le même, fonctionnement, mode de fonctionnement, pardon, donc les FIP, les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Idem, tout ce que j'ai dit, à l'instant sur les FCPI, c'est à peu près les mêmes, caractéristiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est des investissements donc qui ne sont pas garantis en capital, on peut aller chercher un fort rendement. On est sur un taux de «réduction» entre guillemets d'impôt, donc de 25. C'est-à-dire que vous versez 10 000 €, vous avez 2 500 € de réduction d'impôt et vous avez un investissement qui capitalise, en tout cas qui vit, sur la base de 10 000 €. Vous pouvez récupérer plus ou moins en fonction de la sélection. Pareil, parce que là aussi, tous les acteurs ne se valent pas, enfin tous les fonds ne se valent pas, parce que les acteurs, c'est pas à propos comme phrase, mais tous les fonds ne se valent pas, en tout cas dans leur réalisation, dans leur performance globale. Donc encore une fois, il faut des acteurs de qualité et des fonds de qualité, et des convictions. Voilà. Petite parenthèse, si vous investissez sur des FIP corse, pour le coup, ou dans les DOM-COM, bah, le taux de 25 passe à 30. Voilà, donc vous prenez un risque potentiellement un petit peu supplémentaire, pour une réduction un petit peu supplémentaire là aussi. Voilà et ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait au début du webinaire, sur, effectivement le principe même de la défiscalisation, c'est en fait l'État, bah, subventionne ce qu'il est pas, par une économie fiscale, ce qu'il est pas capable de financer lui-même. Donc voilà un petit peu, FCPI, FIP. Sofica, donc ce que je vous disais effectivement, donc là, c'est des sociétés d'investissement pour la collecte de fonds destinées exclusivement au financement d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, pardon, agréées. Si vous êtes fan de cinéma français, je vous invite à regarder un générique de films, français jusqu'au bout. Et là, en fait, vous avez la liste de tous les Sofica qui ont financé, l'investissement, enfin, en tout cas, le film en question. Pareil, très risqué, ceux qui ont les Sofica, qui ont financé Bienvenue chez les Ch'tis, ça a très bien fonctionné. Par contre, effectivement, des nanars, il y en a quand même pas mal, qui sont financés aussi par des Sofica. Donc, c'est un peu comme les FIP FCPI, ça reste très risqué. Encore une fois, voilà, hein, c'est l'État qui subventionne, «indirectement» entre guillemets les productions audiovisuelles et cinématographiques. Bon, et pour ça, on a une réduction d'impôt de 30. Voire on peut aller monter à 36 voire 46, 48 pardon, en fonction des différents types d'investissements. Ça reste très confidentiel, il faut détenir les parts plus de 5 ans.
faut avoir un peu de chance quand même pour avoir une opération qui sorte, par le haut, globalement. Donc voilà un petit peu, aussi donc ce qui peut exister sur les Sofica. En actif, plus safe quand même, parce que ça reste, fondamentalement, voilà, un actif pérenne dans le temps, hein, malgré tout. Alors une des objections, que ouais, peut-être que d'ailleurs vous allez très vite saisir, sur le chat, c'est, «Oui, mais si ça brûle?» Bon, si ça brûle effectivement, alors c'est assuré, c'est extrêmement diversifié. Là, je vous parle des GFF, des groupements fonciers forestiers ou des GFV, groupements fonciers, viticoles. Bon, c'est pas tout à fait la même classe d'actifs, vous en doutez. Par contre, effectivement, le fonctionnement, c'est un peu le même. La réduction d'impôt, c'est la même que la souscription au capital de PME de moins de 7 ans, 25. OK. Il faut détenir ses parts plus de 5 ans, la plupart du temps, c'est ça. Les versements, c'est 50 000 pour un célibataire, 100 000 pour un couple, voilà, et vous investissez effectivement dans un actif tangible, pérenne, et qui, pour le coup, toutes statistiques gardées, heu, est très, très, corrélé à l'inflation. Donc c'est un très bon actif résilient en période inflationniste, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est pas notre cas, hein, aujourd'hui. Donc ça reste un très bel actif, qui distribue un peu de dividendes issus de coupes, notamment pour la forêt, issus de la production, pour le vin, pour le coup, et puis qui peut se coupler aussi, bizarrement. Alors c'est vrai qu'on ne le met pas en évidence, sur ce slide-là, parce que c'est pas le propos et c'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais voilà, ça peut se coupler à une réduction IFI et ça peut aussi se coupler à une réduction de transmission des droits de mutation à titre gratuit, qui est l'impôt, qui va taxer, assez fortement les successions. Donc voilà, donc c'est un très beau sujet, les GFF, et les GFV pour, défiscaliser tranquillement avec les mêmes taux que l'investissement au capital de PME. Et voilà, où ça peut vous permettre de dormir quand même sur vos 2 oreilles. Puis ça tu as une performance assez linéaire de 2-3 par an. C'est pas volatile, pour le coup, donc ouais, plutôt une belle classe d'actifs, voilà. Hem Et enfin, un des derniers sujets, effectivement, on a fait un webinaire, complet dessus, hem donc je vous invite, à le voir ou à le revoir si vous voulez en savoir plus. Mais ça reste le Girard industriel qui reste une très bonne, solution, aujourd'hui pour, défiscaliser pour réduire votre facture fiscale plus exactement de façon one shot, donc cette année. Il est encore temps, voilà. Le principe là, c'est l'une des seules solutions qui vous permet de gommer un impôt supérieur au montant investi. Alors dans l'exemple qu'on a pris, ici, investissement de 10 000 €. OK. Une réduction d'impôt de 13 500, donc un gain de 3 500 €. Si vous investissez d'ici la fin de l'année 10 000 €, d'accord, en fait, alors là, on a simulé un taux à 135 de réduction d'impôt, ce qui est pas le cas dans la vraie vie si on investit d'ici la fin de l'année. On est plus aux alentours de 121, ce qui, au demeurant, est pas mal encore. Hem, mais voilà, imaginez, vous investissez 10 000 € aujourd'hui, OK, vous gommez 12 100 € d'impôt si on a un taux de réduction à 121 d'ici la fin de l'année, heu et vous touchez, en fait, vous décaissez maintenant, 10 000 et vous encaissez au moment de votre, déclaration, enfin, au moment où vous percevez, en fait, votre avis d'impôt l'année prochaine, vous touchez, 12 100 €. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, vous avez avancé l'impôt, vous l'avez avancé avec le prélèvement à la source, OK? Au moment où vous déclarez votre impôt sur le revenu, en fait, l'administration fiscale va liquider tout ce qu'elle a encaissé par rapport à votre impôt sur le revenu réellement dû. Comme il est nul ou quasiment nul, en fait, elle va vous restituer tout ce que vous avez payé et en fait, ça revient à avoir, en fait, une rémunération de 2 100 € ou de 3 500 € dans notre exemple là sur le slide, donc un rendement de 21 en quelques mois puisqu'on est sur, 6, enfin non plutôt 8-9 mois. Donc voilà, ça reste une très belle, solution, one shot encore une fois. Alors le gros avantage du Gérard industriel, c'est vrai qu'on ne le met pas là sur le slide très précisément, mais c'est on rentre dans le plafonnement global des niches fiscales en outre-mer, hein. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, là, dans solution one shot, on était sur du plafonnement global à 10 000 €. Là, sur le Gérard industriel, on va chercher des plafonnements globaux des niches fiscales en outre-mer, donc c'est 10 000 plus 8 000 € supplémentaires, donc on va chercher 18 000 € et puis
compte tenu des modalités de calcul du jardin industriel, encore une fois, c'est pas le propos, mais puis on n'a pas la formule, là, enfin, je vous l'ai pas mis, mais, hem, l'idée, c'est d'aller enfin, c'est pas l'idée, c'est on peut aller gommer, en fait, des montants d'impôts au maximum à 52 000 €. Voilà. Donc si vous avez vraiment encore une grosse facture fiscale qui se présente, parce que vous avez pris le temps de simuler vos revenus et cetera, il est encore temps de faire les choses, avec un taux de rétro, pour le coup, c'est un peu technique là, mais avec un taux de rétro à 66, on peut aller chercher 50 000 €, 50 900 € précisément, peut-être même 52 000 d'ailleurs, faut de tête comme ça, faudrait que je regarde, mais entre 50 et 52 000 € entre guillemets d'impôt sur le revenu gommés, avec un taux de rétro à 56, en fait, on va gommer 40 000 € d'impôt sur le revenu. Donc ça reste des solutions, extrêmement pertinentes, pour des grosses fiscalités, sur, le fait de gommer de façon, one shot. Voilà un petit peu, les éléments, donc plein de choses à faire, pour s'y prendre encore d'ici la fin de l'année. On arrive, plutôt à la fin du webinaire. Je vois qu'il y a quelques questions, donc on va prendre le temps d'y répondre sur les, quelques minutes, restantes. Moi, ça me laisse le temps effectivement de conclure un peu le webinaire. Hem, quoi vous dire particulièrement? Oui, il y a des choses à faire. Le mieux, c'est un, de ne surtout pas travailler dans l'urgence. Ça c'est jamais une bonne solution, surtout en matière d'investissement financier, encore mieux en termes de gestion de patrimoine. Donc faites les choses dans le bon sens. Il est encore temps. Voilà, là on est, fin octobre, ça laisse 2 mois. Alors bon, 2 mois, toutes choses égales par ailleurs, mais voilà, ça laisse un bon gros mois et demi, on va dire, pour faire les choses, pour vous poser, pour, nous communiquer des chiffres, pour prendre contact avec nous. Je vous invite vraiment à nous contacter directement sur le site, notre site internet gestiondepatrimoine.com ou sur Bonjour Patrimoine. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail directement à l'issue de ce webinaire si vous voulez qu'on regarde, qu'on analyse pour vous, simplement les solutions qui sont envisageables. Mais encore une fois, je vous dis, faut vraiment faire les choses dans le bon sens, tout simplement. Première étape, OK, analysez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos moyens? Pas se précipiter. Des solutions, vous avez vu là, ne serait-ce que à la problématique, qu'est-ce qu'il est encore temps de faire cette fin d'année? Vous avez vu qu'il y a plein, 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 plein de solutions. Bien sûr, elles présentent toutes des risques, des avantages, des inconvénients. OK, ça c'est extrêmement important. Chaque solution répond à des objectifs différents, chaque solution a des moyens différents, chaque solution a une philosophie différente. Il y en a certains, on va construire du patrimoine, d'autres on va pas construire de patrimoine, mais par contre on va limiter les décaissements et les charges et cetera. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut analyser et je dirais se projeter, pardon, par rapport à votre situation, fiscale. Donc oui, il est encore temps de faire les choses et puis en vrai, ça se trouve, le je vous dis, c'est parfois le micro-réglage, hein, de déjà par rapport à votre patrimoine actuel, qu'est-ce qu'on pourrait faire si votre patrimoine actuel permet en lui-même d'être optimisé? Voilà, donc prenez le temps avec un professionnel, avec nous, avec un professionnel de la gestion de patrimoine, un professionnel de l'organisation patrimoniale. Prenez le temps de vous poser, si vous vous posez ces questions-là, c'est extrêmement important. Heu et puis voilà, nous en tout cas, on sera là pour vous aider si vous souhaitez. On sera là pour vous répondre. N'hésitez pas à nous recontacter à ce sujet. Et puis, voilà, moi j'ai envie de dire, il est encore temps de faire les choses. Hem N'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, nous, on se fera un plaisir, de pouvoir vous conseiller de façon totalement objective, impartiale, sur toutes les solutions pour mettre en perspective un petit peu, ce qu'il est encore possible de faire, d'ici la fin de l'année. Voilà et puis s'il y a rien à faire, il y a rien à faire, mais au moins on vous le dira, vous serez rassurés et puis, pourquoi pas, on pourra bâtir une stratégie un peu plus profonde, sur les années à venir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Ce webinaire est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura, permis d'y voir un peu plus clair. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire et n'hésitez pas, à revenir vers nous directement. À bientôt. Au revoir.